Bonjour à tous et bienvenue sur cet atelier où nous accueillons aujourd'hui les OSCI, donc la Fédération des entreprises qui accompagne des conseillers qui accompagnent les entreprises à l'international et qui va nous présenter un nouvel atelier qui est le duo gagnant China Plus One et ASEAN, redéfinir les chaînes d'approvisionnement en Asie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Barbara, je vais essayer de trouver la bonne position du micro. Écoutez, enchanté à tous, merci à tous d'être venus, merci à BPI d'organiser cette table et je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet en commençant par la présentation de nos interlocuteurs. Chloé, je t'en prie, c'est à toi. Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Je suis Chloé Bern, directrice associée du cabinet VVR qui est spécialisé dans l'assistance au développement industriel et commercial sur la Chine. Et bonjour tout le monde, mon nom c'est Sorias Mekebin, je suis franco-cambodgien, basé à Phnom Penh et je dirige le cabinet de conseil Confluence. Nous faisons aussi de l'accompagnement sur le marché cambodgien et les marchés voisins. Bonjour à tous, moi c'est Zachary Blondeau, je suis associé chez Source of Asia, on est une société basée au Vietnam et nous rayonnons sur l'ensemble de l'Asie du Sud-Est avec des accompagnements sur du développement commercial, de l'implantation et des supply chains. Parfait, merci à tous. Alors, première question sur la redéfinition de la chaîne d'approvisionnement. La question étant, est-ce un mythe ou une réalité? Et avant tout, je vais proposer à Zach de venir nous expliquer déjà ce qu'est cette chaîne d'approvisionnement, ce qu'elle inclut, ce qu'elle n'inclut pas, pour que vous compreniez la base de ce sujet. Donc effectivement, sur la chaîne d'approvisionnement et parfois sur le terme anglais de supply chain, on a tendance à avoir une vision assez réductrice de simplement la partie transport et la partie stockage. En fait, ce qu'on entend par chaîne d'approvisionnement, c'est vraiment toutes les étapes de la fabrication d'un produit ou d'un produit fini ou d'un produit semi-fini, donc de la matière première, de la première transformation, de la deuxième transformation, de l'assemblage, et puis également sur toute la partie transport et stockage jusqu'au distributeur et à la relivraison. Merci beaucoup. Alors Chloé, le Covid a été un choc. Et ce choc a eu beaucoup d'impact sur cette chaîne d'approvisionnement et c'est finalement de ce choc-là que tout a commencé. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques idées de l'impact de ce choc sur la chaîne d'approvisionnement qui sera derrière relayée par Soraya Smeh? Alors, le fait qu'effectivement, avec le Covid, le fait que certains pays, dont notamment la Chine, aient été fermés donc, pendant, on va dire, à peu près 3 ans, ça a empêché notamment donc, les entreprises européennes et françaises d'aller en Chine, de développer des nouveaux fournisseurs. Et ils ont senti cette trop forte dépendance en fait, à leurs fournisseurs chinois. Donc un peu un monosourcing qui s'était trop développé dans les années précédentes. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un développement en fait, de cet arrêt de monosourcing, donc un développement du Chine plus 1. Donc soit un Chine plus un autre pays d'ASEAN, soit un Chine plus un pays plus proche de l'Europe, comme la Turquie, comme aussi les pays du Maghreb. Et Soraya Smeh, quelle est ta vision, toi? Qu'est-ce que tu as vu du Cambodge sur l'impact sur la chaîne d'approvisionnement de ce Covid? Alors en effet, je pense qu'il y a le Covid et il y a une deuxième raison qui est aussi la montée des tensions clairement entre la Chine et les États-Unis notamment. Nous, ce qu'on a vu, tout simplement, ce sont des sociétés arrivées, des sociétés qui produisaient en Chine et qui ont choisi de délocaliser pour certaines au Cambodge, pour beaucoup plus, je dirais, dans le pays voisin qui est au Vietnam. Et tout ça dans une logique de diversification des risques. Certaines choisissent, par exemple, s'ils ont des usines en Chine, d'en ouvrir une autre sur l'ASEAN, et certaines choisissent même carrément de déménager l'ensemble de leur production sur la zone ASEAN. Et toi, de ton côté, Zach, est-ce que tu aurais quelques chiffres, par exemple, de cet impact du Covid sur le transport, son évolution, et puis le fait, est-ce que c'est redevenu un peu à la normale? Alors, déjà, non, ce n'est pas revenu à la normale. En fait, ce qu'on a remarqué depuis l'épisode du Covid, c'est en fait des écarts types qui s'agrandissent. Avec des pics de production, des pics de livraison et puis des arrêts totaux. Donc on a eu dans un premier temps le Covid, ensuite il y a eu la crise des prix de transport maritime notamment qui ont explosé, qui ont fait x10, x20 dans certains cas. Donc on s'est retrouvé avec des containers qui coûtaient entre 1500 et 2000 $ le container et qui ont passé sur des prix à 18 000, 19 000 dans certains cas. Donc ça a eu des impacts énormes avec des gros ralentissements des exports, des volontés de maintenir en fait la marchandise à quai avant d'avoir des prix qui redescendent.
Et puis, on prédisait à un moment donné que les prix ne reviendraient jamais à la normale. Le résultat a été qu'en moins de 3 mois, les prix sont repassés de 15 000 à 2 000 aujourd'hui. Donc, preuve qu'il y a une certaine instabilité et des écarts qui peuvent évoluer très rapidement. Sur la production, ça a été la même chose en fonction des politiques de chaque pays d'Asie. La Chine, mais également le Vietnam, la Malaisie. On a eu des approches très différentes par rapport au Covid, avec soit des volontés de cloisonner, donc avec des usines qui continuent de fonctionner, mais en étant dans un format campande, avec rien qui sort tant qu'il n'y a pas de cas, soit des volontés de fermer complètement le pays. Donc le Vietnam a été à l'arrêt pendant 2 mois avec une industrie au ralenti. La Malaisie a subi un arrêt beaucoup plus long de plus de 6 mois. Et donc forcément des baisses de chiffres à l'export et de chiffres à l'import aussi. Hein. Ça vaut dans les deux sens. Donc aujourd'hui, par exemple, le Vietnam a retrouvé une certaine rythme de croisière après avoir vu un chiffre à l'export qui a été baissé de 20%. Et là, depuis le début de l'année, qui reprend un petit peu. Alors maintenant, on va arriver sur cette histoire de mythe ou réalité, parce que finalement, on entend que le Covid a impacté, on entend la guerre sino-américaine qui joue beaucoup, mais concrètement, comment ça se matérialise par rapport à vous qui êtes des experts du sourcing, et on va repartir par toi, Zach, parce que je sais que tu as beaucoup de demandes sur le Vietnam. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler justement du nombre de clients qui viennent te voir avant Covid et après Covid sur ce sourcing? Alors, transformation client, peut-être pas autant, mais en tout cas, on a un nombre de demandes qui a dû être multiplié par 5 sur un intérêt d'en savoir plus. Et souvent, ça démontre une méconnaissance des autres solutions ou même des challenges qui existent. Donc on a un certain nombre sur l'ensemble de nos clients, enfin des prospects qui viennent nous voir. La plupart d'entre eux ne savent pas ce que ça implique et ce que ça veut dire de venir chercher ailleurs qu'en Chine une production ou une industrialisation. Il y a une méconnaissance du pays dans le sens géopolitique et social, mais également du tissu industriel et du tissu de supply chain. Donc souvent, il y a des gros débats au démarrage pour déjà cadrer un petit peu la demande, et puis ensuite de rentrer dans vraiment la volonté de l'entreprise de se diversifier. Alors, on voit bien un x5 de sociétés qui souhaitent s'intéresser à l'Asie. Alors justement, Soresme, est-ce que tu as la même impression? Comment ça se passe au Cambodge? Alors j'irais, on a vu arriver depuis 2 ans maintenant, et encore une fois, c'est pas juste la situation Covid, on a vu effectivement arriver des investissements de type industriel assez conséquents. Nous, on n'est pas une société du tout spécialisée sur le sourcing, donc au contraire, ce qu'on fait, c'est accompagner des sociétés qui ont besoin de faire des études de faisabilité, qui doivent voir si on veut monter une usine sur le marché cambodgien, comment ça se passe, s'il vaut mieux le faire au Cambodge, s'il vaut mieux le faire au Vietnam, s'il vaut mieux le faire en Thaïlande. Ça, clairement, on a vu plusieurs projets. On a eu la chance de travailler sur 2 projets cette année, dont un gros projet d'une grosse société de luxe française pour créer une usine de bijoux de fantaisie. C'est un projet de plusieurs dizaines de millions et qui est en construction actuellement. Et toute l'étude a été justement de voir avec eux s'il valait mieux la placer. Alors nous, on a joué la carte Cambodge. On sait qu'il y avait des études qui ont été faites sur les pays voisins. Finalement, c'est le Cambodge qui l'a emporté au niveau de l'arbitrage. Mais on voit qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande et je dirais ça va un peu dépendre de chaque société, la spécificité, de quel type d'employés ils ont besoin, quels sont leurs marchés, est-ce qu'ils visent le marché américain, est-ce qu'ils visent le marché européen, est-ce qu'ils ont un intérêt sur le marché local, donc sur le marché ASEAN qui est quand même un marché aujourd'hui d'importance. Donc tout cela va rentrer en compte, mais aujourd'hui on voit que c'est une réalité tout simplement parce qu'on voit ces projets qui nous arrivent. Alors on voit la réalité de l'ASEAN, mais la Chine, Chloé, qu'en est-elle? Est-ce qu'elle est vraiment en train de se vider de ses sourcings ou est-ce qu'elle résiste? Alors je dirais 2 choses, elle résiste, voire même le sourcing et la gestion qualité continuent à croître en fait sur la Chine, contrairement à tout ce qu'on entend. Donc dans certains secteurs, effectivement, il y a eu un développement de la Chine +1, avec un développement d'un 2e, d'un 3e pays d'approvisionnement. Mais surtout, on a, contrairement même à ce à quoi on s'attendait, un retour en fait des projets de sourcing avec des entreprises qui sourçaient aux États-Unis, en Allemagne, et avec en fait la flambée des coûts de l'énergie et des coûts de transport, se sont dit il faut retourner en Chine. Et donc, aidez-nous à développer des nouveaux fournisseurs et les faire monter en compétences.
On a eu également des sociétés qui n'ont pas le choix, parce que la Chine est extrêmement forte dans certains domaines, comme le domaine du photovoltaïque, également le Cachemire. Mais ils ont décidé donc de continuer à sourcer, de développer leur sourcing, mais aussi de le structurer, de le faire monter en qualité, de faire progresser leurs fournisseurs dans des démarches RSE, même dans des démarches de poids carbone, pour arriver en fait à justifier pourquoi ils continuaient à travailler avec la Chine par rapport à certains investisseurs qui aujourd'hui demandent mais pourquoi vous continuez avec la Chine? Et en fait, la Chine s'en sort très bien sur la partie sourcing achat qualité depuis ces 2 dernières années. Alors, tu sautes à ma question suivante sur la taxe carbone, et je t'en remercie. Est-ce que tu pourrais justement nous parler de l'impact futur, ou en tout cas ressenti, de cette future taxe carbone sur le sourcing en Chine et en ASEAN? Et on reviendra tout à l'heure sur le nearshoring. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Chine, les choses vont très vite. À partir du moment où le gouvernement prend une décision, ils appuient sur un bouton et les choses se mettent très rapidement en place. Par exemple, la question de la pollution, même pour les Chinois, aujourd'hui, il y a 65% des voitures qui sont électriques à Shanghai. Donc la pollution pour les habitants de Shanghai a complètement baissé. Elle est même plus faible qu'à Paris. Et moi, je suis une coureuse à pied. Et aujourd'hui, je peux courir dans les rues de Shanghai beaucoup plus que dans les rues de Paris. Donc la Chine appuie sur ces boutons. Et aujourd'hui, elle développe le nucléaire, elle développe les énergies alternatives qui ont un faible poids carbone, voire un carbone neutre, pour pouvoir être dans les prochaines années très rapidement, produire à des taux très faibles au niveau de la taxe carbone. Et de plus, on voit également sur les transports, la CMA-CGM a monté en fait un hub de réflexion sur les nouveaux modes de transport. Et ils sont en train de sortir une dizaine de bateaux qui va baisser en fait le poids carbone de 30% à 40% sur le transport maritime de ces marchandises. Oui, effectivement, impressionnant. La Chine sera-t-elle plus rapide sur la décarbonation que l'Europe? Et alors, quelle est votre vision au niveau de l'ASEAN? Est-ce que c'est aussi une préoccupation forte au niveau du Vietnam et du Cambodge, Zach? Je vais laisser Smé répondre sur le Cambodge. Mais sur le Vietnam, c'est aussi une grosse problématique, et avec un gouvernement qui a vraiment pris le pari de s'impliquer dedans, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le Vietnam a signé maintenant depuis 2020, a mis en place depuis 2020 un accord de libre-échange avec l'Union européenne, et une partie de cet accord implique une mise aux normes internationales, et notamment d'être sur les mêmes attentes au niveau des consommateurs et au niveau de l'industrie. Et donc il y a eu énormément de programmes. Alors dans un premier temps, un gros programme de financement sur l'implantation de panneaux solaires sur l'ensemble des industriels au Vietnam, qui a vu vraiment un bel essor d'ailleurs pour tous les distributeurs et les installateurs de panneaux solaires. Et puis le développement d'énergies alternatives comme l'éolien en partie, qui est poussé par le gouvernement. Et puis, pour rebondir un peu sur ce que disait Chloé, la population aussi a pris vraiment conscience de ce besoin-là, et donc oblige les industriels, les infrastructures et les développements urbains à être sur une conscience de l'impact carbone. Et ce qu'il faut noter, c'est que les industriels en Asie du Sud-Est, de manière globale, aujourd'hui s'intéressent beaucoup à ces grandes tendances internationales, et donc cherchent de manière proactive à savoir ce qui va être demandé dans les années futures. Donc commencent à anticiper, c'est quelque chose de nouveau. Les industriels en Asie du Sud-Est, il y a encore 5-10 ans, étaient très passifs et attendaient qu'on leur explique ce qu'il faut faire ou ce qui est attendu de leur part en termes de normes et de certification. Aujourd'hui, il y a une vraie implication de leur part pour se mettre à niveau, ou en tout cas être dans l'anticipation. Serait Asmé, la taxe carbone? Alors la taxe carbone, ou tout simplement, je dirais, toutes ces questions environnementales. Il faut savoir que le Cambodge, on est un petit pays, on est 17 millions d'habitants, on est cerné par des voisins beaucoup plus grands que nous, donc ce qui nous demande, je dirais, d'être plus malin et plus agile, et quelque part sur cette volonté d'arriver à attirer des usines, des investisseurs industriels sur notre marché. Je dirais, le Cambodge, depuis une vingtaine d'années, travaille à faire en sorte que toute notre industrie soit extrêmement compliant avec les régulations internationales. Alors, ça a commencé par les règles de travail normales, les règles notamment de l'autorisation des syndicats, ce type de choses. Donc le Cambodge, je dirais, est très à la page de toutes ces réglementations, et c'est la même chose en termes de réglementation environnementale. Il y a une vraie aussi volonté du gouvernement aujourd'hui d'être, je dirais, de répondre
aux ambitions globales dans ce domaine. On a tout un écosystème d'ailleurs qui s'est mis en place autour de ça. Effectivement, des consultants qui sont systématiquement pour tous les investisseurs qui sont dans les économiques spéciales, les études d'impact social, les études d'impact environnemental. Tout cela a été mis en place et ce depuis plusieurs années et ça va continuer. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors maintenant, je vais vous challenger un peu parce qu'on parle de l'ASEAN, on parle de la Chine, mais finalement, la redéfinition de la chaîne d'approvisionnement, est-ce que ça n'arrive pas un peu en Europe? Alors je sais que vous n'êtes pas spécialiste des pays européens, néanmoins, est-ce que vous avez des exemples, peut-être des clients où vous ressentez un besoin d'aller sourcer plus local en Europe? Alors j'en ai plein. C'est souvent, en fait, finalement, quand on parle de China Plus One, finalement, il y a deux tendances. Il y a une tendance à se poser la question du monosourcing, Chloé en parlait tout à l'heure, et une fois qu'on pose la question du monosourcing et d'en sortir, d'avoir un dual sourcing ou d'un plurisourcing, c'est où aller. Et quand se pose la question, dans ce cas-là, on regarde différents paramètres. Ça va être le paramètre prix, évidemment, de rester compétitif, le paramètre supply chain, je vais y revenir un petit peu après, et puis de se mettre à la page sur la taxe carbone, etc. Donc souvent, on a beaucoup de clients qui viennent nous voir avec une approche je regarde en Asie du Sud-Est, en Europe de l'Est ou en Europe centrale, et voire même on a beaucoup de clients américains qui réfléchissent sur l'Amérique du Sud, donc sur vraiment rapprocher ces chaînes d'approvisionnement. Et finalement, on a souvent des problématiques qui sont liées à cette méconnaissance également de la chaîne d'approvisionnement dans sa globalité, avec une réflexion autour de où sont mes distributeurs, où sont mes clients finaux, mais également où sont les matières premières qui vont être une fois transformées. Donc on a eu un exemple d'une entreprise qui souhaitait relocaliser sa production de produits finis qui sont à base de métallurgie et qui avait le souhait de faire ça en Pologne ou en Europe baltique. Et en fait, il s'est rendu compte que la matière première, donc les panneaux en métal qui étaient utilisés pour fabriquer, venaient de Chine. Donc le fabricant final, l'assemblage, la transformation était en Europe, mais finalement l'origine des matériaux était en Chine. Donc ça amène une vraie complexité derrière pour trouver le bon équilibre entre les deux. Mais clairement, il y a une volonté de se rapprocher et d'être aussi sur un sourcing Europe. Merci beaucoup pour ce témoignage. Saurait Asmé, des exemples ? Alors moi non, j'ai pas vraiment d'exemple concret, mais ce que je voudrais rappeler, c'est que de toute façon, quand les sociétés s'implantent dans nos pays, c'est pas seulement pour faire du sourcing, c'est aussi avec une vraie volonté de s'intéresser aux marchés sur lesquels nous sommes. L'ASEAN, pour rappel, aujourd'hui, c'est 600 millions d'habitants. C'est vu comme le bloc qui doit devenir le 4e bloc mondial, je crois, à horizon 10 ou 15 ans, c'est-à-dire même dépasser l'Europe avec une classe moyenne qui est attendue avec 300 millions de personnes, donc c'est énorme. Donc il y a à la fois cette volonté effectivement de produire, je dirais, pour les marchés développés type États-Unis et Europe, mais aussi cette volonté de développer pour le marché asien lui-même et voire pour développer à destination du marché chinois aussi, parce qu'on sait que produire en Chine aujourd'hui, ça a aussi des coûts et que ça coûtera certainement moins cher sur des marchés comme le nôtre. Donc je pense qu'il ne faut pas seulement voir cette dimension export à destination des marchés développés, mais aussi une vraie volonté de la part d'industriels de aussi s'adresser à nos marchés. Merci. Alors justement, pour rebondir sur cette question de localisation de la production, est-ce qu'on voit cela aussi en Chine, localiser la production pour la Chine ou le marché asiatique ? Tout à fait. En fait, j'allais continuer dans le sens de Saurait Asmé. Ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui en Chine, dû à une certaine réglementation, mais dû aussi à des coûts et dû à ce qui se passe dans le monde, c'est la régionalisation. Donc il y a beaucoup de nos clients qui souhaitent en fait monter une implantation en Chine pour pouvoir adresser le marché asiatique de manière globale. Donc faire du sourcing en Chine, mais aussi après transformer eux-mêmes dans des usines qu'ils vont monter le produit fini pour adresser ce marché asiatique. Donc ça, c'est un vrai changement et on gère de plus en plus, certes, de projets de sourcing, mais aussi de projets globaux jusqu'à l'implantation et le développement commercial en fait, pour des marques françaises sur le marché chinois et asiatique. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, on parle beaucoup de découplage avec la Chine, on parle de cette volonté-là. On voit que ça bénéficie absolument à toute la région d'Asie du Sud-Est, peut-être aussi à l'Europe, on l'espère. Néanmoins, ça reste quand même quelque chose de complexe. Et finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas regarder par secteur ? Et là, je vais proposer une petite session d'échange, secteur par secteur, par rapport à votre expérience. Donc, c'est la suite, best practice sectorielle.
Donc Zach, je vais peut-être te lancer sur le sujet. Est-ce que tu peux nous parler de best practices sectorielles, surtout sur le pays du Vietnam ? Je vais en citer quelques-unes en tout cas. On a notamment vu une croissance au niveau du Vietnam de la fabrication de produits électroniques. On communique beaucoup notamment sur le fait que Samsung a sa plus grosse usine au Vietnam. Les sous-traitants d'Apple se sont également implantés dans cette région-là. Et en fait, ça a des effets un peu plus complexes parce que pour ensuite avoir ces unités d'assemblage localement, il faut développer toute une industrie secondaire et tertiaire autour du Vietnam. Donc ça offre des opportunités pour des spécialistes sur des composants électroniques, sur des pièces très très précises, des pièces de précision qui sont aujourd'hui, qui font partie des téléphones et des ordinateurs, de venir s'implanter pour justement créer un bassin industriel autour de ça. Donc on a eu énormément de demandes d'implantation industrielle pour se rapprocher des donneurs d'ordre mondiaux majeurs dans ce secteur électronique. Et donc ça amène toute une chaîne de valeur ajoutée supplémentaire sur le pays. On a vu la même chose, mais sur une industrie un peu plus, on va dire, physique, qui est tout le secteur automobile, qui est en pleine transformation. Chloé tout à l'heure parlait du bassin automobile de Shanghai qui est à 75% électrique. Et donc en fait, il y a toute une transformation aussi de cette chaîne de fabrication autour de l'automobile. Et des acteurs, notamment, on a des belles entreprises françaises qui ont décidé de monter des usines à proximité dans les bassins sud-asiatiques pour se rapprocher de ces constructeurs d'automobiles, pour venir amener sur des pièces de précision, notamment qui composent les entrées et les sorties de charges électriques. Et donc pareil, c'est vraiment des transformations au niveau du bassin industriel sur ces pays-là. Soré Asmé, de ton côté, est-ce que tu pourras nous parler un peu de best practice, de ce que tu vois sur ton pays au niveau de cette implantation ? Alors je vais peut-être encore une fois répondre un peu à côté, mais c'est déjà c'est parce qu'encore une fois le sourcing, moi c'est pas mon premier métier, mais je pense que plus qu'en termes de secteur, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces industriels qui arrivent, effectivement, ils arrivent en bande organisée, on va dire, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec leur chaîne de valeur autour, et en général, quand ils vont choisir une destination d'investissement, ça va être en fonction de leurs intérêts propres. Donc effectivement, quel est le marché cible ? Est-ce que c'est les États-Unis ? Est-ce que c'est l'Europe ? Si c'est l'Europe actuellement, effectivement, c'est beaucoup le Vietnam qui va l'emporter avec cet accord de libre-échange. Nous, on voit arriver au Cambodge énormément d'usines d'investisseurs japonais, pour la simple raison que les Japonais avaient énormément misé sur le Myanmar il y a quelques années. Bon, ils ont fait un pari, ils l'ont perdu clairement encore pour quelques années aujourd'hui. Ils sont habitués à investir en Thaïlande. Aujourd'hui, on sait les coûts d'un investissement en Thaïlande ne sont pas les mêmes qu'au Cambodge. Donc le Cambodge est en train d'attirer ces usines, et c'est des chaînes de valeur, effectivement la même chose dans l'électronique, dans l'automobile, tout cela on le voit aussi arriver. Sur le marché européen, nous ce qu'on voit c'est le luxe. Il y a déjà 3 usines qui ont été montées. Alors c'est des diamantaires, c'est ce que je disais, des bijoux fantaisie. On sait qu'à chaque fois qu'il y a une société qui arrive et que l'implantation est réussie, on sait que les diamantaires en général quand ils s'implantent c'est pas pour 2 ans, c'est vraiment sur la durée, parce qu'il y a énormément de formation, il y a énormément d'investissement en termes d'équipement, et on sait que derrière ça fait du bruit dans leur milieu et qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Donc on s'attend à en voir arriver de plus en plus dans nos zones économiques spéciales. Merci. Alors, si on parle de la Chine, Chloé, on pense médical, on pense batterie, on pense hydrogène. Est-ce que tu pourrais nous parler des projets qui sont gérés et des best practices que tu vois sectorielles ? Alors si on prend l'exemple en fait du médical et des batteries, ce que je trouve très intéressant, que ce soit aussi d'ailleurs dans les énergies renouvelables, que ce soit l'hydrogène ou que ce soit le photovoltaïque, c'est surtout qu'il va y avoir des partenariats qui vont être très forts entre des entreprises françaises qui sont fortes dans la partie R&D, et en fait elles ont besoin de s'appuyer sur des entreprises chinoises qui vont être très fortes dans la partie production et optimisation de la production. Donc on voit de plus en plus de partenariats stratégiques se développer sur ces secteurs-là, avec des investissements croisés et avec réellement des partenariats long terme qui sont en train de se développer, que ce soit sur la partie chinoise pour adresser le marché chinois et asiatique, et sur la partie européenne pour adresser le marché européen. Il y a également un secteur dont tu n'as pas mentionné, dont on parlait en préparation, c'est le secteur textile, où par exemple, si on prend le Cachemire, aujourd'hui, on a eu un de nos clients qui souhaitait se désengager de la Chine pour des problématiques éthiques et par rapport à la production de Cachemire dans le Xinjiang. Sauf qu'aujourd'hui, le Cachemire, c'est notamment produit en Chine, au Pakistan et en Iran. Donc, notre client nous a dit, bon, finalement, la Chine, c'est bien,
Mais comment est-ce qu'on peut faire mieux avec la Chine? Donc aujourd'hui, il existe des systèmes de traçabilité pour tracer la fibre de cachemire, pour être sûr qu'elle ne vient pas du Xinjiang et qu'elle vient bien de régions, on va dire, politiquement correctes pour ce fournisseur, chez qui l'aspect éthique de sa marque, de son produit, est critique. Donc c'était très important de développer ces fournisseurs qui avaient ce système de traçabilité et également qui étaient capables d'optimiser et de prévoir les productions, les réassorts de produits pour éviter au maximum le transport en avion et travailler uniquement sur du transport en train et en bateau pour diminuer le poids carbone de l'envoi des produits finis entre la Chine et l'Europe. Merci beaucoup. Alors, on voit que finalement, il y a une question de secteur, il y a finalement plein de challenges, plein de difficultés qui arrivent. On n'a pas vraiment parlé de l'impact de ces challenges et de ces difficultés, notamment sur les organisations des clients. Et je pense que c'est intéressant de faire part de votre expérience dans ce domaine, dans le troisième volet, qui est la gestion des challenges et des risques. Alors en ce moment, on est anti-anglicisme, la gestion des opportunités, on va dire, et des risques. Alors justement, Chloé, est-ce que tu peux nous parler de l'impact que tu as vu chez tes clients dans leur organisation pour pouvoir améliorer leur supply chain, leur gestion des fournisseurs? Alors effectivement, quand on parlait tout à l'heure du China plus one, ou même du développement d'avoir 2 sources, 3 sources sur un produit, aujourd'hui ils avaient un acheteur, souvent avec une assistante approvisionnement, on va dire, qui gérait un gros fournisseur. Si vous en développez 2, 3, il va falloir doubler vos assistantes, tripler. Donc il va falloir former des gens, il va falloir recruter. Et il va y avoir une gestion aussi des risques plus complexes parce que vous allez devoir négocier avec vos fournisseurs des MOQ, des minimums, je vais éviter l'anglicisme, des minimums de commandes, voilà, de quantité par commande, qu'il va falloir renégocier tout en essayant de garder des prix à peu près au même niveau que les années précédentes. Donc ça va demander beaucoup plus de travail aussi aux acheteurs. Puis plus vous avez de fournisseurs, plus vous devez former des fournisseurs à vos pratiques, vous devez les faire monter en qualité. Ça devient beaucoup plus complexe. Et puis des documents, vous aviez un fournisseur, un set de documents par, on va dire, commande. Mais là, vous avez X fournisseurs, X sets. X approvisionneurs, X... voilà, donc tout se démultiplie, donc il y a plus de risques d'erreur et vous avez besoin de plus de ressources humaines formées et qualifiées. Merci. Alors Zach, je sais que toi tu es au centre aussi de ces problématiques des clients qui veulent toujours augmenter leur pouvoir de négociation, mais finalement on oublie parfois leur organisation interne. Alors, pour aller dans le sens de Chloé, moi, en fait, j'ai l'habitude de dire qu'il y a encore 6-7 ans, la problématique principale était le prix. Et on regardait le prix sorti d'usine comme un indicateur fort. Et ensuite, un acheteur ou un distributeur allait appliquer des multiples pour définir son prix de revient, puis son prix de vente. Aujourd'hui, le fait déjà d'avoir plusieurs sources d'approvisionnement par fournisseur veut dire aussi plusieurs sources d'approvisionnement de matières premières, etc. Donc d'avoir une très très bonne connaissance de chaque industriel avec lequel on travaille et de sa chaîne d'approvisionnement à lui. Donc Chloé parlait tout à l'heure de gestion de risque, mais il y a aussi tout simplement d'avoir cette capacité à avoir une vue globale. Donc si on a 3 sources d'approvisionnement d'industriels en produits finis qui ont eux-mêmes 3 sources d'approvisionnement différentes en termes de matières premières, il faut regarder aussi les risques géopolitiques, les accords de libre-échange entre chacun d'entre eux, et donc d'avoir une très bonne connaissance de tous ces accords, de tous ces avantages ou complexité tarifaire sur les pays de distribution. Ensuite, la deuxième problématique, c'est de comparer ce qui n'est pas comparable. Donc on parle aussi de connaissance des cultures, connaissance des habitudes industrielles, et donc pour en avoir fait l'expérience personnellement, travailler avec un industriel chinois, un industriel vietnamien et un industriel indonésien, c'est pas la même approche, c'est pas la même réactivité, c'est pas les mêmes problématiques, c'est pas les mêmes termes de paiement. Donc ça veut dire aussi avoir cette, au-delà des ressources humaines, c'est cette intelligence industrielle finalement et d'être capable de comprendre, de s'adapter et d'avoir toutes ces équipes derrière qui s'adaptent. Parce qu'une fois qu'on a parlé de prix, il y a les logisticiens, les transporteurs, les financiers, etc. Peut-être une dernière chose qu'on a pu remarquer beaucoup, on a beaucoup de clients qui nous parlent de, forcément encore plus en ce moment, d'acheter en euros plutôt que d'acheter en dollars, qui est quand même une constante internationale. Et en fait, quand on démultiplie le nombre de sources d'approvisionnement, on démultiplie aussi le nombre de currency, alors pardon, monnaie, merci, de monnaie, et donc forcément une gestion des risques aussi monétaires.
Merci beaucoup. Alors, sur Asmer, on ne va pas parler sourcing, mais on va parler finalement implantation. Est-ce que tu peux nous parler de l'expérience de tes clients qui s'implantent? Est-ce qu'ils ont déjà des usines dans le monde? Est-ce que c'est vraiment un changement de paradigme pour eux? Ils deviennent industriels alors qu'avant ils ne l'étaient pas. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce challenge ou de ces opportunités et des risques qu'ils rencontrent? Non, je reste sur la typologie client. De façon générale, ce sont des gens qui produisent déjà à l'étranger, donc qui produisaient pour certains en Chine ou qui produisaient chez les pays voisins. Ce que disait Zach, c'est important. Effectivement, il y a toutes ces problèmes d'organisation interne, mais il y a aussi effectivement un grand besoin d'intelligence humaine parce que travailler l'ASEAN, pour ceux qui y sont allés, c'est une fédération de nations avec des niveaux de développement très différents d'un pays à l'autre, développement économique et aussi développement humain. Et effectivement, s'implanter sur un marché comme le Cambodge, s'implanter en Thaïlande, s'implanter il y a de la musique. S'implanter au Vietnam, c'est pas la même chose. Et il y a effectivement ces différences culturelles qui sont très importantes. Et nous, c'est vraiment là-dessus qu'on insiste. Et quand on dit culturel, c'est arriver à comprendre le niveau, je dirais, de formation qui va être demandé aux futurs ouvriers, aux futurs fabricants. Est-ce qu'il y a assez de cadres intermédiaires, ce type de choses. Et ensuite, c'est effectivement ce qu'on est sur des écosystèmes différents l'un de l'autre. Comment travailler avec les douanes, c'est pas la même chose d'un pays à l'autre. Quel type d'aide à l'investissement existe d'un pays à l'autre, c'est pas non plus la même chose. Il y a vraiment toute cette logique. Toute cette logique locale qui est très importante. Mais de façon générale, ils sont habitués à exporter, ils sont habitués à s'implanter sur ces marchés, mais simplement ils comprennent, pour l'avoir déjà fait, qu'il y a des spécificités locales et qu'il ne faut surtout pas les oublier, qu'il faut bien être accompagné. Alors justement, on parle d'accompagnement. Les OSCI, les sociétés d'accompagnement à l'international que vous représentez, ne sont pas toujours très connus du grand public. Et justement, Chloé, est-ce que tu pourrais expliquer la spécificité de votre métier et qu'est-ce que vous apportez finalement à vos clients? Qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous? Et comment est-ce que vous pouvez dérisquer et les aider à performer? Alors je pense qu'il y a un petit mantra, on dirait à l'OSCI, c'est qu'on est des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Donc on a vraiment une vision business et une vision pour et comme les chefs d'entreprise qu'on accompagne en fait aujourd'hui. L'autre chose, c'est qu'on travaille tous les uns et les autres depuis de nombreuses années en fait sur les pays. Donc on partage notre expertise et notre expérience avec les entreprises qu'on accompagne pour leur permettre de gagner du temps et leur permettre d'être performants et leur éviter des écueils. On leur partage nos best practices et en fait on va les accompagner dans tout ce qui est comment se développer sur ce marché, la mise en place. Et après, en fait, le dirigeant reprend lui-même les clés de son installation, de son distributeur, de ses fournisseurs, de ses audits. Et les OSCI vont venir l'aider, on va dire, ponctuellement. Mais notre idée, c'est vraiment, et je dirais notre mantra, c'est sécuriser et pérenniser le développement à l'international des entreprises françaises. Que ce soit aussi dans la phase de préparation, parce que parfois on voit des entreprises françaises qui sont poussées à aller à l'international, mais elles ne sont pas forcément prêtes. Elles ne sont pas prêtes au niveau de leurs produits, au niveau de leurs connaissances réglementaires, au niveau de leur connaissance de la logistique à l'international, et elles n'ont pas forcément les équipes formées pour. Donc il y a déjà tout ce travail à faire au niveau de dire est-ce qu'elle est exportable, internationalisable, nous dirons. Et deuxièmement, où est-ce qu'elle va? Donc travailler, l'aider, comme on disait tout à l'heure, que ce soit du sourcing ou du développement commercial, à aller vers quel pays, définir comment y aller. Et nous, c'est vraiment notre idée sur à chaque fois la sécuriser, la pérenniser et la dérisquer en ayant des métiers qui sont complémentaires les uns avec les autres, sachant qu'on a des métiers connexes à l'OSCI qui sont vraiment là pour sécuriser et pérenniser le déploiement. Alors, on voit bien, Isaac, je voudrais que tu interviennes là-dessus, qu'au-delà de la réflexion stratégique, il y a un côté très opérationnel chez vous dans le fait de réaliser, de signer, d'obtenir un prix, d'obtenir une marchandise, d'obtenir un contrat. Comment est-ce que vous intervenez avec eux et qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous encore, Zach? Alors j'allais justement rebondir sur ce que disait Chloé. Une partie en tout cas des OSCI sont des entreprises avec des employés localement présents, donc une présence sur le terrain et au quotidien, en face à face avec tous ces acteurs et cet écosystème local ou régional. Nous, sur cette dimension supply chain de manière globale, on va essayer d'amener, déjà de comprendre la problématique du client. C'est pas toujours simple de savoir quel est son projet et un peu la raison pour laquelle il bouge. On a déjà entendu des gens nous dire j'ai envie de sortir de Chine pour aller au Vietnam parce que c'est super sympa ou c'est joli.
Ok, mais concrètement, ça se traduit comment de manière industrielle et en fait, c'est juste d'essayer déjà de reformuler, de recadrer un petit peu l'objectif de son projet pour ensuite venir amener des échelons opérationnels. Donc on a des équipes de sourcing qui ont l'habitude d'aller trouver, identifier des acteurs, puis surtout ensuite de les qualifier. Et les qualifier, c'est pas juste de dire ils sont bons, ils sont pas bons, mais en fait c'est surtout de les faire coller avec le projet de l'industriel qui souhaite acheter. Et ensuite d'avoir tout un aspect de suivi, donc de qualification, puis de validation de ses fournisseurs, d'accompagner l'industriel sur un planning de rendez-vous, d'aller valider sur des critères clés, et puis derrière, de manière opérationnelle, d'assurer une pérennité, comme disait Chloé tout à l'heure, que ce ne soit pas juste un coup d'éclat et ensuite que ça descende complètement. En Asie, c'est un gros challenge, ce côté-là, d'avoir quelque chose qui dure dans le temps. Il y a énormément de changements, ça varie très souvent. Donc d'amener un petit peu cette visibilité opérationnelle terrain. Alors pour toi, Soraya Asmé, on voit que l'implantation et de façon générale, le développement à l'international, c'est une histoire RH, c'est une histoire de ressources humaines, c'est une histoire aussi d'implantation juridique. Qu'est-ce que vous apportez de ce point de vue-là? Qu'est-ce que les clients viennent chercher chez vous sur ces sujets juridiques ou RH? Bon, je pense en fait dans l'ensemble, ce qu'ils viennent chercher chez nous, en réalité, c'est un partenaire local qui est un partenaire sur leur implantation, sur leur déploiement. Moi, je dis souvent que notre société, on fait partie de la Team France. Tout à l'heure, j'ai vu le logo, mais avant et surtout, on fait partie, nous, de la Team Cambodge. C'est-à-dire qu'on s'est donné un mandat qui est de relever notre pays et d'arriver à attirer les investisseurs. Évidemment, si on arrive à en faire venir, si nos contacts, on fait tout notre possible pour qu'ils soient successful, pour qu'ils soient... pour qu'ils aient un succès, qui restent vraiment sur la durée. On n'est pas là pour faire venir des gens et qui restent quelques années et qui repartent ensuite. L'idée, c'est vraiment de les accompagner sur la durée et faire en sorte que ça marche. Donc ensuite, nous, on a toutes les solutions opérationnelles comme mon voisin Zach ou comme Chloé, du recrutement, du portage, de l'hébergement, tout ce qui est obtention de licence. On travaille, il faut le souligner, les mains dans la main avec les autorités cambodgiennes. D'ailleurs, il y en a qui vont visiter le Big cet après-midi. On fait vraiment partie de cette équipe et on a ce mandat de travailler avec eux pour aider à réindustrialiser le marché cambodgien. Merci. Alors, c'est une très bonne remarque. L'OSCI fait partie de la Team France Export. On est un groupement privé-public ensemble pour aider les entreprises à se développer à l'international. On est chacun pertinent dans son domaine et c'est bien nous connaître qui vous permettra de trouver le bon interlocuteur au bon moment. Alors, comme il nous reste que 8 minutes, qu'il y aura certainement une ou deux questions, je vous propose à chacun en 2 minutes de conclure et finalement de mettre en avant les quelques points qui vous semblent clés dans ce changement de la supply chain et les choses auxquelles doivent penser les entrepreneurs par rapport à cette question de cette évolution de la supply chain. Zach, tu es le plus expérimenté, je te laisse commencer. Pour moi, c'est dans un premier temps de comprendre et de s'intéresser et de comprendre à sa supply chain, de la matière première à la conception du produit jusqu'à sa livraison et d'arriver à séquencer dans un premier temps toutes les étapes, de les identifier, de les comprendre, de les maîtriser, de se donner les moyens de les maîtriser. La deuxième chose, c'est justement au travers de ça, de se faire accompagner. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué de maîtriser toutes ces étapes à son niveau. On n'a pas tous des grandes entreprises avec des équipes surdimensionnées. Et donc, c'est d'être capable d'aller chercher une expertise terrain ou industrielle ou d'un aspect spécifique de la supply chain là où on en manque. Et puis la troisième chose, c'est de bien regarder son plan de distribution et son plan de développement commercial et de le lier à sa supply chain, de ne pas réfléchir avec juste une ligne depuis la fabrication jusqu'à la distribution, mais également de regarder les lignes transverses qui peuvent exister, régionalisation, les accords de libre-échange, la source de la matière première et pas juste le produit fini. Soraya Asmé. Oui. Alors moi, je vais en revenir à la problématique de cette table ronde qui est Chine +1. Je pense que ce qui est important de retenir, c'est le plus. Nous, notamment au Cambodge, nous sommes un pays ami de la Chine, ami de la France, mais ami de la Chine aussi. Et on ne voit pas du tout cette démarche comme une démarche hostile à la Chine, aux intérêts chinois. Et d'ailleurs, on voit qu'une grosse partie de ces industries qui viennent sur notre marché aujourd'hui, ce sont des investisseurs chinois en réalité qui viennent produire au Cambodge pour mieux profiter souvent des accords de libre-échange, mais aussi parce qu'ils savent qu'ils peuvent par ce biais-là attaquer le marché ASEAN. Ça, je le répète,
c'est important. Donc il faut vraiment comprendre cette démarche. Et c'est pour ça qu'il est aussi important que nous arrivions à travailler ensemble entre les sociétés françaises qui sont basées en ASEAN, les sociétés françaises qui sont basées en Chine. Je pense que c'est vraiment ça en réalité la clé. Et très honnêtement, je pense qu'il n'y a aucune société qui aujourd'hui peut être capable d'ignorer totalement le marché chinois malgré la montée des tensions, malgré ce qui s'est passé avec le Covid. Ça reste probablement le plus gros marché mondial. Ils ont un petit coup de mou actuellement, mais on sait qu'ils sauront se ressaisir. Et voilà, mais ça va repartir. Mais voilà. Mais sinon, effectivement, ce qui est important, je pense, dans chaque projet, c'est surtout d'arriver à identifier sur tel projet quel est le pays qui fait le plus sens. Des fois, ça va être le Vietnam, des fois, ça va être tout simplement de rester en Chine et continuer à se développer en Chine. Des fois, ça va être le Cambodge. Et si c'est au Cambodge, vous êtes bienvenue à me contacter. Merci. Chloé, le mot de la fin et la conclusion? Alors moi, je vais juste faire un mot, parce que c'était le mot de la fin, c'est globalité. Par rapport à ce que disait Zach, exactement, je pense que c'est vraiment important de voir ce projet Chine plus 1, ou sa supply chain, ou son entreprise, mais c'est la globalité du projet qui est importante. Et pour revenir à ce que disait Camille sur la Team France Export, effectivement aussi, c'est la globalité des acteurs qui travaillent tous les uns avec les autres et en complémentarité, que ce soit dans l'OSCI ou que ce soit dans la Team France Export. Voilà. Merci à tous. Alors, il nous reste 4 minutes. Merci à tous. Est-ce qu'il y a, on va pouvoir faire 2 questions. Est-ce qu'il y a 2 questions, une question? Ah, je vois ici une question. Bonjour. Sachant que vous devez accompagner des entreprises sur un marché comme la Chine, qui est très dynamique, comment est-ce que vous faites pour toujours avoir une température sur le marché pour pouvoir accompagner vos clients, être toujours à jour? Alors, c'est une question. Merci pour la question. Et c'est une question pour toi, Chloé, je t'en prie. Oui. Alors, très simplement, en fait, nous, on est une vraie société franco-chinoise. On est 107 personnes dans notre entreprise. On est 7 en France, 6 à Paris et 1 à Lyon. Et surtout, on a 100 personnes réparties dans 5 bureaux en Chine. Et 100 personnes qui sont 100 personnes de nationalité chinoise et qui sont tous les jours au plus près du marché, des acteurs, en fait, de la croissance chinoise. Merci beaucoup. Est-ce qu'une autre question ? Peut-être pas sur la Chine. Bonjour, Sophie Goulvestre, je suis également un expert sur le marché chinois. Mais aujourd'hui, les questions sont adressées à 3 intervenants. En fait, on a constaté ces derniers moments un peu, il y a où des ambiances qu'on va délocaliser une partie d'activité vers Cambodge, Vietnam. Ma question est suivante. Est-ce que vous avez les 3 des idées sur le coût global de cette délocalisation? En fait, la Chine, aujourd'hui, est connue comme toujours l'usine du monde et le tissu industriel le plus complet du monde. Et le fait évidemment, le sourcing peut-être c'est moins cher en Vietnam et à Cambodge. Est-ce que le coût global pour une entreprise, les 3, est-ce que vous avez une idée de cela? Merci. Merci. Alors, c'est une très bonne question. On n'a pas abordé le TCO, Total Cost of Ownership, mais peut-être en 1 minute 55, est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai gain ou est-ce que c'est plutôt dérisqué? On en a un peu parlé tout à l'heure, ça dépend vraiment des industries. En fait, chaque pays, alors si on parle de la Chine, mais si on parle aussi des pays d'ASEAN, va avoir des forces et des faiblesses de par sa production locale de matières premières, de par son industrialisation, de par son tissu existant, les infrastructures, les accords de libre-échange. Le gain global se calcule en fonction aussi du projet d'exportation et de distribution. Typiquement, aujourd'hui, je prends un exemple très simple. Quand il y a une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, pour éviter d'avoir des taxes à 20 ou 25% supplémentaires, une relocalisation peut permettre de gagner. C'est pas aussi simple que ça. Dans certains cas, la matière première venant de Chine, même si on fait une fabrication au Vietnam, on n'a pas les certifications qui permettent d'éviter les tarifs. Donc voilà, mais de manière globale, c'est de regarder vraiment le projet dans sa globalité. Il y a un gain dans certains cas. En revanche, sur la partie des risques, c'est systématiquement
un moyen quand même de minimiser les risques, d'avoir à minima plusieurs sources d'approvisionnement, même si dans certains cas c'est accessoire minime et simplement d'avoir déjà un pied à l'étrier. Alors Chloé, je crois que tu as un exemple sur le Cachemire entre le Cambodge et la Chine en 1 seconde, puisqu'il nous reste 30 secondes. Voilà, donc c'était en fait, si le Cachemire provient du Cambodge, la taxe à l'import en France est à 0%. S'il vient de Chine, de mémoire, il est à 18%. Donc on a l'impression que ça va être beaucoup plus intéressant en fait de travailler avec le Cambodge. Désolé. Mais en fait, il y avait des techniques de fabrication qui n'existaient pas au Cambodge, des machines qui n'existaient pas au Cambodge. Donc en fait, à court et à moyen terme, c'était trop compliqué de travailler avec le Cambodge. Il était préférable de garder 100% de sa production en Chine. Et à long terme? Il faut que les fournisseurs... Voilà. Il faut que les fournisseurs s'upgrade. Et le problème, c'est que si les fournisseurs s'upgrade, leur prix monte. Donc, est-ce que cela devient toujours intéressant? Voilà. Bon, vous avez compris, c'est un vaste sujet. Merci à tous, merci encore, merci à BPI, merci à tous. Barbara pour cette excellente Merci à tous. organisation. Merci.